Bonjour à tous. Il est 11 heures. Je vous propose qu'on commence l'atelier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Marie Pépin, chargée de mission pour à compétences égales. Je suis ravie de vous accueillir tous pour cet atelier conférence animé par Performance qui s'intitule Comment trouver l'entreprise en adéquation avec vos soft skills. J'en profite donc pour remercier Dominique Duquesnoy, qui est directeur général de performance, qui va animer cet atelier, et Nathan Pêche, qui l'accompagnera. Merci beaucoup à vous deux. Performance est partenaire des rencontres à compétences égales depuis maintenant 3 ans, et ils nous ont fait la grande joie de nous rejoindre en tant que membres depuis maintenant 1 an. Donc voilà, donc on les remercie, je les remercie très sincèrement. Et puis merci d'animer cet atelier. Je vais présenter très rapidement à compétences égales pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'information depuis lundi et qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette conférence. À compétences égales existe depuis 2006. Elle réunit plus de 2000 RH, que ce soit en cabinet de recrutement ou en entreprise, qui sont engagés contre les discriminations dans l'accès à l'emploi et dans le déroulé de carrière. L'association a 3 missions, d'accompagner donc les recruteurs dans la mise en place de bonnes pratiques de recrutement, d'accompagner des candidats à l'emploi pour optimiser leur recherche d'emploi, donc comme les rencontres à compétences égales, donc comme cette semaine. Et la troisième, c'est de mobiliser donc ces adhérents pour mettre en place des outils à destination des candidats, mais aussi des recruteurs et également des pouvoirs publics. Voilà pour une présentation rapide de la compétence égale. Il y a aussi un outil qui est très utile qui s'appelle l'Académie à compétences égales. Vous voyez l'image là enfin, sur votre écran. C'est une académie de formation entièrement gratuite. Il suffit juste de vous inscrire avec une adresse mail et un mot de passe et ensuite vous avez accès gratuitement et quand vous le souhaitez, soit sur l'application, soit sur le site, voilà, à plusieurs vidéos de formation qui sont en micro-learning, pardon, donc très courtes avec beaucoup de conseils et qui, je pense, seront utiles voilà, dans votre recherche d'emploi. Donc, n'hésitez pas à y aller, à vous connecter et je vous mets l'adresse pardon, dans le chat. Juste pour information, cet atelier est enregistré. Il y aura un replay qui sera disponible dès lundi prochain sur notre chaîne YouTube et qui sera disponible pendant 15 jours. Voilà, bah, écoutez, je laisse la parole à Dominique et Nathan et voilà, je vous souhaite un bon atelier. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Donc, je remercie à compétence égale effectivement de nous ouvrir un temps d'échange avec vous. On a intitulé donc cet atelier à distance comment trouver le bon poste. Alors, c'est une question effectivement importante dans une période incertaine, complexe, toujours difficile, mais l'emploi a toujours vécu des périodes assez compliquées. Mais effectivement, comment trouver les bons postes en relation avec la vision que nous avons de l'emploi, en relation avec la vision que nous avons de l'employeur ou des employeurs potentiels, de notre carrière, ce qui peut nous apporter des satisfactions, ce qui peut au contraire des contextes qui peuvent freiner ou en tout cas limiter notre engagement. Donc, comment trouver le bon poste? On va tenter avec Nathan de vous éclairer sur ces notions-là, en revenant dans un premier temps sur qu'est-ce que le recrutement finalement et quelles sont les attentes. Et puis, parce que vous avez la possibilité pendant cette semaine organisée par la compétence égale de réaliser WeSuggest, de s'appuyer sur votre rapport personnel pour vous orienter, vous projeter de la manière la plus efficace possible vers l'emploi. Alors, dans un premier temps, il est toujours important de reprendre en fait par une définition ce que nous entendons et comment nous décrivons le recrutement. Alors, je vous laisse le temps de lire cette petite slide qui précise finalement l'acte de recrutement, une définition que vous pouvez retrouver bien sûr dans la littérature et sur les médias RH. Alors pour reprendre 4 éléments quatre éléments qui me semblent importants, c'est
effectivement rechercher une personne qui va correspondre aux besoins et aux compétences. Alors, ces deux notions sont importantes. Il y a la notion de compétence et il y a la notion de besoin de l'organisation par rapport à un poste de travail qui peut être décrit, mais aussi par rapport à une organisation, c'est-à-dire un contexte donné. Donc, c'est le but, l'objectif de tout recruteur, de pouvoir répondre en fait à l'immédiateté du besoin dans une dimension opérationnelle pour l'entreprise, de réaliser un certain nombre d'activités et de tâches, mais aussi de répondre à certains besoins qui ne sont pas forcément des besoins immédiats, mais qui sont des besoins futurs. Et puis, il y a aussi les besoins et les compétences du côté du candidat par rapport, encore une fois, à un travail qui est précisé, des activités, des tâches, mais aussi un contexte et un environnement de travail particulier. Alors, un point important quand on parle de compétences, c'est qu'est-ce que c'est finalement une compétence? Ça doit faire la différence. Ça doit faire la différence en situation de travail sur des performances attendues. Attention effectivement à un phénomène qui est de rechercher des compétences qui ne sont pas utiles. Donc se centrer sur les compétences utiles, et c'est bien là que l'exercice est difficile, parce que la compétence, il y a des compétences qui peuvent être utiles immédiatement. Ce sont souvent des compétences dans leur dimension technique, dans les connaissances que nous avons acquises, mais il y a des besoins futurs, comme je l'ai précisé précédemment, et qui font appel à des compétences qui ne seront pas utiles immédiatement, mais qui peuvent en tout cas prédire des performances futures. Donc, s'intéresser à des compétences à court terme qui vont faciliter la performance au travail, mais à des compétences aussi futures qui pourront nous permettre de projeter et puis de fidéliser les candidats dans un avenir. Alors, l'entreprise s'intéresse aux compétences. Alors, il y a plusieurs, effectivement, temporalités, puisque une entreprise, lorsqu'elle recrute, c'est avant tout pour augmenter ou maintenir ses capacités productives. C'est-à-dire qu'elle a des objectifs à court terme, et ces objectifs, elle doit les réaliser. En tout cas, donner les moyens aux managers, aux équipes, de les réaliser. Et donc là, l'entreprise va s'intéresser au savoir et au savoir-faire, qui sont souvent décrites à travers des éléments du CV, à travers les études qui ont été réalisées par la personne, mais aussi ses expériences professionnelles de manière privilégiée, mais éventuellement d'autres expériences. Et puis très vite, parce que une compétence, aujourd'hui, enfin, je tiens là des chiffres de l'OCDE, une compétence devient obsolète au bout de 2 ans. Une compétence technique, hein, j'entends, avec la digitalisation, la numérisation, la robotisation, fait qu'une compétence technique est obsolète au bout de 2 ans. Juste pour rappel, l'OCDE nous dit qu'en 1987, la durée de vie d'une compétence était de 30 ans. Donc, vous voyez aujourd'hui la nécessité de faire évoluer ces compétences et que la durée de vie d'une compétence est très courte. Donc, l'entreprise va s'intéresser au-delà des tâches à réaliser à court terme, à ce que pourrait faire la personne sur un plus long terme et quelle création de valeur elle va justement proposer à cette entreprise. Et donc là, on est sur le savoir évoluer et le savoir-être à travers des stratégies adaptatives, à travers la capacité d'une personne justement à gérer des événements nouveaux, à produire des idées nouvelles, à collaborer dans un monde aujourd'hui qui propose du distanciel, qui interagit en permanence. Eh bien, quels sont ces savoir-être et ces savoir évoluer qui vont permettre de projeter finalement la personne vers sa capacité à apprendre de nouvelles compétences et les mettre en œuvre. Mais elle a aussi des besoins. Elle a besoin de compétences donc lorsqu'elle recrute, mais elle a aussi des besoins pour évaluer finalement la future performance de l'individu au travail. Alors, première performance, c'est la performance à la tâche. Il y a des activités, il y a des tâches à réaliser, et donc elle veut absolument voir si le candidat va pouvoir réaliser à court terme ces tâches. Et puis il y a la performance adaptative parce qu'on est dans un monde qui évolue, dans un monde ambigu, dans un monde complexe, dans un monde incertain. Et on devra renouveler probablement son stock de compétences. Mais ce qu'elle veut voir aussi, c'est si la personne va s'adapter
au code politique, aux règles du jeu de l'organisation, à sa culture. Et ça, on est sur la performance contextuelle. Parce que les besoins d'une entreprise, c'est aussi de fidéliser un collaborateur, c'est-à-dire de l'intégrer, de faire en sorte qu'il s'épanouisse, de faire en sorte de lui proposer une trajectoire professionnelle, une évolution professionnelle. Et puis, elle attend de la loyauté et elle attend de l'engagement. Donc, au-delà des compétences, elle a aussi des besoins de projeter le candidat vers d'autres tâches et de pouvoir assurer la pérennité, en fait, non pas de l'emploi de la personne, mais sa fidélité, fidéliser les gens pour réaliser d'autres tâches dans le futur. Et le candidat, lui, il a des besoins aussi, il a des besoins en termes de satisfaction au travail. Alors, on le sait tous, on peut réaliser des choses en situation de travail sans être forcément très motivé. On peut les réaliser avec un niveau de performance élevé. Mais on le sait aussi que plus la satisfaction au travail est élevée, plus l'enthousiasme, plus l'allant, plus le dépassement de ses propres limites sera élevé. Et donc, influencera forcément la notion de bien-être et d'engagement. Mais le candidat a aussi besoin de visibilité en termes d'évolution. Quelles sont les trajectoires, quels sont les itinéraires possibles dans cette entreprise? Est-ce qu'on me recrute pour des tâches précises ou est-ce qu'on me recrute pour ma personne, pour des besoins futurs? Et le candidat a besoin de développer son employabilité parce qu'il sait aujourd'hui que le cycle des renouvellement métier s'accélère et que ce qu'il fait aujourd'hui, eh bien, il le fera probablement plus à 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Donc, il a besoin de faire l'acquisition de nouvelles connaissances, de les transposer en compétences pour le futur. Donc, le recrutement, c'est bien sûr l'ensemble de ces besoins et c'est en ce sens que c'est complexe, puisqu'il faut effectivement trouver quelqu'un qui va répondre à des attentes plutôt court terme et à des besoins plutôt long terme. Alors, dans cette démarche, eh bien, de quoi disposons-nous? Alors, bien entendu, on n'a pas fait une liste à la Prévert de ces éléments-là, mais du côté du candidat, lui, il a l'offre d'emploi. Alors, l'offre d'emploi avec un descriptif de poste, en tout cas, quelque chose qui doit attirer le candidat et le marché de l'emploi. Il a le site web des entreprises. Les entreprises développent effectivement des pages pour informer le marché des candidats de leur culture d'entreprise, de leur politique de formation, mais aussi de leur ambition vis-à-vis du marché, de leur positionnement, de leur stratégie. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont contenues finalement au-delà de l'offre d'emploi sur le site, le site même de l'entreprise. Et puis il y a son image, il y a sa notoriété, il y a aussi sa réputation sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, bon nombre d'entreprises sont notées, enfin en tout cas on sait que s'il y a un dysfonctionnement ou un phénomène qui se produit dans une entreprise, ça sera rapidement su dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Et puis, du côté de l'entreprise, il y a plusieurs sources d'informations aussi. Il y a bien sûr le CV, quelle que soit la forme du CV, hein, le format papier, mais aussi le format web ou le format vidéo, ce sont des éléments qui finalement présentent le candidat et qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir s'assurer ou en tout cas avoir une lecture des éléments ou de la création de valeur potentielle du candidat. Il y a bien sûr sa lettre de motivation, même si elle a eu une tendance à disparaître. Elle a d'autres formes aujourd'hui. On se valorise autrement, mais on crée un lien aussi soit par le mail, soit par toujours cette lettre de motivation, soit par une vidéo pour se présenter. Il y a bien entendu l'e-réputation, c'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver sur le candidat. Alors, il y a bien sûr des réseaux professionnels comme LinkedIn, mais il y en a d'autres, hein. Facebook, on peut recruter à partir de Facebook. Moi, j'ai même entendu à un moment donné que Le Bon Coin pouvait aussi créer le lien entre le marché candidat et le marché des entreprises, enfin, du recrutement.
Et puis, moi, j'ai même entendu à une certaine époque que Mythique pouvait aussi créer ce lien. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses. Et puis, il y a bien sûr des recommandations. Les recommandations, c'est son propre réseau, ses propres mises en relation. Donc, toute une série d'informations qui vont permettre, en fait, de rapprocher ce que propose un candidat par rapport à une attente et une demande et un besoin d'une entreprise. Et l'intérêt des deux parties, eh bien, c'est de faire en sorte que toutes ces informations permettent ou sécurisent finalement le recrutement. Alors, juste quelques informations qui pourraient vous être utiles, parce que tout cela est complexe et qu'il y a quand même des erreurs. Même s'il y a beaucoup de sources d'informations, il y a des erreurs. Je ne parle pas du taux d'échec en période d'essai reste toujours autour de 17%, mais ce chiffre-là, où un tiers finalement des CDI ou des recrutements qui ont été créés, finalement s'achèvent avant la date du premier anniversaire. Donc c'est quand même élevé. Et lorsqu'on analyse finalement ces erreurs de recrutement, en tout cas les causes d'échec, eh bien on s'aperçoit que ça va au-delà des éléments purement de compétences techniques. La première des causes, c'est l'inadéquation des soft skills, c'est-à-dire le savoir-être. Pas forcément quelque chose donc, qui est lié à la performance à la tâche, mais des éléments qui sont liés peut-être à la performance contextuelle ou à la performance adaptative. Donc, c'est important de voir que les entreprises, finalement, ont la source d'échec, en tout cas, c'est une mauvaise connaissance ou une mauvaise appréciation des compétences comportementales, des soft skills de leurs candidats. Il y a bien sûr aussi l'inadéquation des hard skills, c'est-à-dire ces compétences techniques, et puis des attentes qui sont peut-être mal précisées. Mais retenons quand même qu'au-delà des éléments, des sources d'informations qu'on peut avoir, dont on peut bénéficier du côté candidat comme du côté du recruteur, eh bien, finalement, la cause principale, c'est qu'on a du mal à appréhender euh, les les compétences comportementales, les comportements futurs de son candidat. Alors, comment les entreprises essaient d'évaluer ou comment nuancer en tout cas ces risques d'échec à travers une meilleure connaissance des attentes de l'entreprise, à travers une meilleure connaissance de soi-même, c'est-à-dire en tant que candidat. Donc, comment effectivement se projeter à partir des données dont nous disposons pour faire le meilleur choix, parce que finalement, une organisation a craint de se tromper, bien entendu, parce qu'un recrutement coûte cher. Un recrutement, alors ça peut varier, mais selon le niveau que l'on recherche, le niveau et la contribution que l'on recherche, mais un recrutement coûte cher, autour de 25 000 euros, selon, en tout cas en coût direct, selon effectivement le statut, le salaire de la personne, et qui peut aller bien au-delà, bien entendu. Donc comment l'entreprise souhaite ne pas se tromper, bien évidemment, mais le candidat souhaite aussi ne pas se tromper et bâtir sa décision de manière la plus juste et la plus objective possible. Alors, comment cette cause principale finalement d'échec que constitue l'appréciation ou l'évaluation des compétences comportementales se fait. Alors, 95% des recruteurs déclarent l'observer en entretien. Alors, ça pose question, et ça pose question notamment depuis plus de 18 mois maintenant, où le distanciel s'est largement généralisé. À cause de la crise sanitaire, hein, bien entendu, ce distanciel s'est largement généralisé. Et comment éviter aussi des erreurs en entretien lorsqu'on sait que les biais cognitifs peuvent justement générer des erreurs, puisqu'il y a un peu plus de 200 biais cognitifs qui sont recensés, comment le recruteur peut justement les éviter? Eh bien, c'est difficile, tant l'individu a ces biais cognitifs, et l'entretien n'est peut-être pas
même il y a une approche très qualitative dans l'entretien, n'est peut-être pas le support exclusif, en tout cas, de l'évaluation. Certains les vérifient à travers des références, mais finalement qu'un tiers. Un tiers utilise aussi des tests psychométriques pour pouvoir évaluer justement ses compétences comportementales, mais je dirais un tiers seulement, un tiers simplement, seulement s'appuie sur un éclairage nouveau, sur une approche innovante que sont les tests psychométriques, c'est-à-dire les tests comportementaux. Alors, ce que je vous propose, justement, en termes pour aller vers du concret, et comme tout le monde présent ici a la possibilité, effectivement, de bénéficier d'un test psychométrique sur les soft skills, WeSuggest, eh bien, Nathan va vous parler concrètement des bénéfices, justement, côté candidat, de s'appuyer sur un rapport, un support de médiation qui décrit les compétences comportementales. Tout à fait, merci beaucoup Dominique. Et d'ailleurs, bon, j'imagine que le rapport que vous voyez actuellement sur votre écran, vous devriez le connaître, un minimum. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter Marie Pépin pour pouvoir répondre au questionnaire le cas échéant, si vous souhaitez vous aussi pouvoir accéder à votre propre bilan WeSuggest. Donc, effectivement, ce bilan, comme vous pouvez le voir, il est segmenté en trois parties bien distinctes que je vais détailler plus précisément par la suite. Ce qui est vraiment important à dire, et Dominique, là, je le répète une nouvelle fois, l'idée, c'est d'utiliser ce support côté candidat pour mieux vous connaître, dans un premier temps, mais également côté recruteur pour apprendre à mieux vous connaître à vous également. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les informations qui sont partagées sur ce rapport, elles ne reflètent pas l'avis du recruteur. D'ailleurs, elles ne reflètent pas nécessairement votre avis de prime abord. Ce sont des données objectives qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur vous-même, qui vont également vous permettre de vous préparer pour un futur entretien, d'avoir finalement un support en commun que vous avez en commun avec le recruteur pour pouvoir favoriser l'échange entre le recruteur et le candidat. Voilà. Donc finalement, comment utiliser ce rapport-là en recrutement? Donc, comme je vous l'ai dit, ce rapport, il est en fait divisé en trois parties. Vous avez une première partie du rapport qui va se concentrer sur ce qu'on appelle les préférences comportementales. Donc les préférences comportementales décrivent en fait vos façons d'agir dans un contexte professionnel. On se focalise bien évidemment sur un contexte professionnel. Et vous pouvez voir qu'il y a, disons-le, 4 sous-parties, avec une première sous-partie qui était en fait un récapitulatif des 3 sous-parties que vous pouvez voir ci-dessous, mais on va vraiment se focaliser sur les sous-parties travail, relation aux autres et vos attentes. La première sous-partie travail, qu'est-ce qu'on va venir investiguer? On va venir en fait investiguer votre manière de vous comporter dans un environnement professionnel. Donc, de manière très concrète, si on pouvait poser des questions, c'est quel type de projet est-ce que vous aimez mener à bien au quotidien? Est-ce que vous êtes plutôt sur des missions concrètes ou plus abstraites? Est-ce que vous appréciez faire partie de projets de grande envergure ou à l'inverse? Est-ce que vous préférez réaliser des tâches ou des projets qui soient plus courts mais peut-être un peu plus nombreux? Comment est-ce que vous allez par exemple réagir face à une difficulté? Est-ce que vous avez tendance à chercher par vous-même les solutions ou est-ce que vous allez peut-être demander à des collaborateurs, des collègues comment avancer face à cette problématique? Comment est-ce que vous réagissez face aux critiques? Voilà, on vous apporte aussi des éléments à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a vraiment confiance en vous et qui ne se laisse pas trop perturber par ce qui se dit autour de soi? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous vous nourrissez de ce que vont vous dire vos collègues ou vos managers? Il y a une deuxième partie qui est donc les relations aux autres. Les relations aux autres, ça va davantage être en fait comment est-ce que vous vous comportez avec vos collaborateurs. Qu'est-ce que vous attendez d'eux au quotidien dans un premier temps? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à eux? Et comment est-ce que dans le cadre de réalisation de projets, en équipe par exemple, vous vous situez? Est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui aimait travailler en équipe? Vous êtes plus un team player? Ou est-ce que vous avez peut-être davantage un profil type entrepreneurial, ou est-ce que vous aimez travailler en toute indépendance? Et enfin, la partie vos attentes, là, on va vraiment se focaliser sur quelles sont vos attentes vous concernant de la part de l'organisation. Par exemple, qu'est-ce que vous attendez de la part de votre hiérarchie? Est-ce que vous attendez de la part d'un manager est-ce qu'il a un rôle de coach d'une certaine manière, à être vraiment là au quotidien avec vous? Est-ce que vous avez besoin peut-être de plus de liberté, qu'il vous laisse votre espace pour pouvoir avancer tranquillement de votre côté?
Ensuite, il y a une deuxième partie qui, les ressources personnelles. Donc, les ressources personnelles, elles vous permettent en fait d'appréhender vos différents points de confort et vos différents points d'inconfort. Donc, quand on parle de... En fait, c'est dans quelle situation est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise? Quel type de tâche est-ce que vous allez réaliser avec aisance? Donc là, on parle des leviers internes que vous pouvez voir sur votre écran. Ou à l'inverse, qu'est-ce qui va peut-être vous demander un peu plus d'effort? Qu'est-ce qui va être un peu plus énergivore pour réaliser ces tâches-là? Et là, on parle de points d'attention. Alors attention, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes compétent ou moins compétent sur tel ou tel type en fonction de, voilà, de ce qui est marqué sur le rapport, mais ça veut simplement dire que dans certaines situations, vous allez devoir peut-être mettre plus d'énergie pour réaliser ce type de tâches, tout en étant très compétent à ce niveau-là. Et enfin, vous avez une troisième partie qui, là, va se concentrer sur ce qu'on appelle les ressources motivationnelles et les environnements privilégiés. Donc, en fait, les motivateurs, ce sont en fait les activités qui sont particulièrement satisfaisantes pour vous. Il faut savoir qu'en contexte professionnel, il y a 9 motivateurs qui ont été identifiés, que vous allez retrouver sur WeSuggest, qui sont en fait en lien étroit avec la satisfaction au travail. Donc, il y a l'altruisme, l'autonomie, l'apprentissage, l'appartenance, la diversité, le pouvoir, la réalisation, la reconnaissance et l'organisation. Donc nous, ce qu'on fait sur WeSuggest, c'est qu'on partage les 3 motivateurs qui ont reçu les scores les plus élevés. Ils vont en fait vous permettre d'en apprendre plus sur vous-même et ce qui vous anime au quotidien. Et à côté de ça, vous avez également des environnements privilégiés qui, là, vont vous apporter un peu plus d'éléments, un peu plus de substance sur le type d'environnement dans lequel vous aimez travailler. Et côté recruteur, ça va également l'aider à savoir qu'est-ce qu'il doit mettre en place peut-être pour vous accueillir le moment venu, pour que vous soyez vraiment dans les meilleures dispositions, vous fidéliser et assurer également votre engagement sur le long terme. Donc assez rapidement, là, on voit qu'il y a 3 motivateurs. On voit qu'il y a la réalisation. Donc la réalisation, en fait, c'est probablement une personne qui aime atteindre des objectifs difficiles, qui a vraiment le goût du challenge, qui aime avoir des objectifs très clairs et qui veut travailler sur le long terme. Le pouvoir, c'est quelqu'un qui semblerait aimer être dans une position de leader, qui aime influencer les autres, qui est peut-être un peu compétitif, qui aime en tout cas être moteur de projet. Et enfin, l'organisation, là, c'est peut-être une personne qui aime travailler dans un environnement structuré, qui d'ailleurs structure également son travail, avoir des missions qui sont bien définies, être suivi régulièrement et qui fait tout, en tout cas, dans sa manière de travailler pour ne pas être pris au dépourvu. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller très concrètement, en fait, ce rapport-là, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour vous préparer à un entretien? Donc, on va prendre une offre d'emploi. On va se baser sur un business développeur. Ça tombe bien, c'est quelque chose que je connais très bien. Donc voilà, leader de l'agroalimentaire, Global Food incarne une vision, la santé des hommes est indissociable de celle de la planète. Rattaché au chef des ventes régionales, le business développeur a pour mission principale de développer la présence et la visibilité de nos marques pour un parc client. Vous avez 6 activités: initier les contacts, interagir en adoptant ces messages aux interlocuteurs, écouter pour prendre en compte les besoins, planifier ses activités, gérer les phases de négociation, d'incertitude et de closing, et enfin échanger les bonnes pratiques avec les autres business développeurs. Et à la fin, on a une information qui nous explique qu'en fait, une formation au métier de business développeur et un accompagnement personnalisé sera assuré. Donc là, ce qui est intéressant sur cette offre d'emploi, et c'est vraiment la première chose que vous devez faire, c'est de réussir à on va dire, segmenter les parties de cette offre d'emploi. Vous avez une première partie qui va en fait se focaliser sur l'ambition. Leader de l'agroalimentaire, l'entreprise partage sa vision avec vous. Ensuite, vous avez le détail du rôle. En fait, dans quel rôle, dans quelle position est-ce que vous allez être amené à travailler au sein de l'organisation? Donc ça, c'est important aussi de le comprendre. Et enfin, ce qui est pour moi le plus important, c'est la description des activités. En fait, c'est le descriptif de ce qui va être attendu. Vous connaissez l'ambition de l'entreprise, vous connaissez votre rôle, mais concrètement, les missions, elles vont être quoi? Business developer, ça peut être relativement, ça peut être changeant d'un poste à l'autre, et c'est vraiment ça, ce sur quoi il faut se focaliser. Donc, comment se préparer? Moi, ce que je vous recommande, en fait, je vous propose 5 étapes très concrètes. La première, lorsque vous avez votre rapport, c'est de le lire une première fois. Lisez-le, ne vous arrêtez pas dans son intégralité, pour vous permettre de vous nourrir des informations qu'on vous communique. Deuxième étape, vous relisez votre rapport, mais là, vous vous arrêtez vraiment, vous avez une feuille ou une page sur votre ordinateur à côté de vous, sur lesquelles vous préparez une synthèse. Vous faites des bullet points sur lesquels vous notez en gros les éléments qui ressortent de ce rapport-là. Troisième étape, ça va être en fait d'identifier les éléments bloquants et les éléments de correspondance entre d'un côté la fiche de poste et également votre profil. Donc l'idée, c'est de créer des ponts entre ce qui est attendu, donc les fameuses activités, et ce que vous avez
en fait, dégager dans votre synthèse de rapport. La quatrième étape, c'est sur chaque point que vous avez retenu, dites si vous êtes en accord ou si vous êtes justement en désaccord avec les affirmations qui sont communiquées. Et l'étape la plus importante, et c'est vraiment ce que va aussi attendre le recruteur, c'est de justifier. Justifier pourquoi est-ce que vous êtes d'accord, pourquoi est-ce que vous êtes en désaccord, ou à l'inverse, voilà, il y a un point sur lequel je suis d'accord, mais dans d'autres situations, je pourrais agir de telle ou telle manière. Le fait de justifier avec des exemples concrets, voilà, vous pouvez le justifier avec des exemples dans votre vie personnelle ou professionnelle, ça va donner du crédit à ce que vous dites. Vas-y, je t'en prie. Et du coup, voilà ce que ça pourrait donner. Alors attention, on reste dans le cadre d'un webinar, donc à vous après de voir comment vous voulez l'organiser. Mais ça pourrait être un exemple. Les motivateurs, réalisation, pouvoir, organisation. Ensuite, j'ai pris quelques exemples des préférences comportementales que vous pouvez voir ici. Donc, votre esprit méthodique vous permet d'aller au bout de vos objectifs. Vous éprouvez une très forte confiance en vous-même et il est difficile de vous faire revenir sur vos convictions. Passer du temps à écouter les autres ne fait pas partie de vos priorités et vous refusez d'écouter les remises en question et les critiques. Vous êtes davantage sensible au fait qu'on vous présente. Et ensuite, vous faites le même travail avec du coup les leviers internes et les points d'attention que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, levier interne, vous aimez vous lancer dans des projets d'envergure et les mener à bien parfaitement. Vous favorisez la rigueur dans votre travail pour éloigner l'incertitude. Vous êtes en confort face à des situations d'incertitude, ce qui vous permet d'adopter une attitude positive face au changement. Votre confiance en vous permet d'asseoir vos opinions et prendre des risques. Et les points d'attention, il y en a 3. Vous adaptez bien la nouveauté tout en négligeant le fait que d'autres ne suivent pas votre rythme. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez manquer d'ouverture face à d'autres façons de faire. Et enfin, vous avez tendance à sous-estimer les craintes des autres. Donc là, j'ai fait ma synthèse. J'ai fait mes motivateurs, j'ai fait mes préférences comportementales, mes leviers internes et mes points d'attention. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est lier les points de ma synthèse avec les activités qu'on peut trouver sur l'offre d'emploi. Les activités, il y en a 6. Tout d'abord, il y a initier les contacts. Pour moi, j'ai pu voir qu'effectivement, il y a 2 points dans ma synthèse qui m'intéressent. C'est un des motivateurs, donc l'influence. On voit que voilà, ça a l'air d'être une personne qui aime influencer les autres. Et à côté de ça, dans les préférences comportementales, j'ai pu voir que c'est une personne qui a également confiance en elle. Donc on peut voir qu'effectivement, pour initier des contacts, que ce soit de serrer des mains, que ce soit passer des coups de téléphone, etc., avoir quelqu'un qui aime échanger et influencer les autres d'une certaine manière, et qui a également confiance en elle, c'est plutôt positif et on peut s'appuyer dessus via des exemples, comme je vous l'ai dit auparavant, pour justifier cet accord ou ce désaccord. Le deuxième point et le troisième point d'ailleurs qui se regroupent, interagir en adaptant ces messages aux interlocuteurs et écouter pour prendre en compte les besoins. Donc là, moi, ce que j'ai pu voir dans les préférences comportementales, pour les 2 cas, c'est qu'il y a peut-être une difficulté d'écouter les autres. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de prioritaire. Et effectivement, si on veut adapter son discours aux interlocuteurs, il y a forcément une étape durant laquelle on doit forcément écouter ce que la personne en face de nous va nous dire. Donc là, il y a peut-être un petit point d'attention à prendre en considération qui est intéressant. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Encore une fois, justifier le pourquoi du comment. Non, je n'ai pas fini. Ensuite, il y a planifier ses activités. Donc, planifier ses activités, il y a par exemple le motivateur d'organisation. Donc, on voit qu'on est face à quelqu'un qui aime planifier ses activités, qui aime être dans un cadre structurant également dans son travail. Et si je me réfère aux préférences comportementales, quelqu'un qui semble avoir un esprit assez méthodique. Donc, voilà, ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, il y a gérer les phases de négociation, les phases d'incertitude et de closing. Donc là, il y a plusieurs choses. Je me retrouve de nouveau avec cette motivation de pouvoir qui ressort plutôt, qui a l'air plutôt de correspondre avec ce qui est recherché. Donc quelqu'un qui aime influencer les autres et qui excelle dans l'art de transmettre ses idées. Quelqu'un qui semble être en confort dans l'adaptation à différentes situations d'incertitude. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais par contre, il semblerait également que ce soit une personne qui, si elle doit peut-être amener des gens avec elle, donc peut-être dans une posture managériale, qui semblerait avoir des difficultés, en tout cas négliger le fait que d'autres personnes soient en mesure de suivre son rythme dans des moments où il faut faire face à des situations d'incertitude. Donc ça, c'est voilà, un petit point sur lequel il faut peut-être faire attention en fonction des attentes également du recruteur. Et la dernière chose, échanger les bonnes pratiques avec les autres business développeurs. Donc là, je me réfère aussi à un petit point d'attention où il y a marqué qu'on peut manquer d'ouverture face à d'autres façons de faire. Donc voilà, il faut faire attention à ce niveau-là. Effectivement, si on doit être amené à travailler en équipe, peut-être être amené à prendre aussi les conseils qu'on va nous apporter en parallèle. Et toujours justifier, je suis d'accord, pas d'accord, avec un exemple très concret.
Et ensuite, il y a une étape qui est malheureusement beaucoup trop bafouée en général et qui est très importante et qui fait souvent la différence, c'est comment se projeter. Parce que là, en fait, ce qu'on a vu, c'est concrètement quelles sont les questions qu'on peut vous poser aussi durant un entretien, mais ce qu'attendent souvent les recruteurs, c'est quelles questions vous allez leur poser à eux. Et ça leur montre aussi que vous êtes dans une posture plutôt proactive. Donc là, par exemple, si on se base sur les leviers de motivation du rapport, et sélectionner 2 pour chaque. Motivation de réalisation. On peut poser des questions qui se rattachent à nos propres motivations, qui sont du coup importantes pour nous. Les missions, est-ce qu'elles s'inscrivent dans une perspective à moyen ou long terme? Quels sont les KPI qui devront être attendus, qui seront du coup attendus lors de votre prise de poste? Et également pour vous, ça vous permettra de vous projeter dans le poste en question. Concernant le pouvoir, est-ce qu'il y a des initiatives individuelles qui sont encouragées? Est-ce que vous aurez la possibilité d'avoir un impact concret, un impact réel sur la réalisation et la mise en œuvre des missions? Et enfin, pour les motivations d'organisation, est-ce que l'entreprise met à vos dispositions des outils et des méthodes de suivi pour avancer dans l'avancement des projets? Et enfin, pour boucler la boucle avec justement la formation qui était marquée sur l'offre d'emploi, eh bien, cette formation, comment elle se déroule? Donc ça montre aussi que vous avez vraiment pris en considération, que vous avez bien compris l'offre d'emploi et vous arrivez, comme je vous l'ai dit au début, à lier l'offre d'emploi avec votre synthèse et vos attentes. Voilà.